10 000 codeurs. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. À travers une jeunesse accompagnée par les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts 10 000 codeurs. 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans sur le continent. Et si cette jeunesse était accompagnée dans les métiers du numérique, l'Afrique deviendrait le poumon de l'industrie mondiale du numérique. Du lundi au vendredi, 20h heure de Paris, des professionnels donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse africaine. Conseils, savoir-faire, savoir-être, ils préparent la jeunesse à passer le passeport numérique 10 000 codeurs. Un concentré de culture générale dans le numérique, les usages, les métiers, les technologies. Ce soir, 4e mercredi du mois chez 10 000 codeurs, c'est Agilité. Des experts agilité partagent leurs connaissances ce soir avec, à la modération, la grande sœur Fanny Ndengue, Cameroun, de Dubaï. Deux invités du lourd ce soir encore avec, du côté du Maroc, la grande sœur Raja Aitkeroum, Scrum Master. Dédicace à notre partenaire Maltem Africa, du lourd. L'Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique, c'est du côté du Sénégal, le grand frère Souleymane Tiongan, coach agile senior, respecté, apprécié, reconnu. 10 000 codeurs, les grandes sœurs et les grands frères montrent le chemin à plus de 450 millions de jeunes. 10 000 codeurs, l'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique, avec une jeunesse qui connaît l'agilité, qui connaît aussi la différence entre les méthodes agiles et les méthodes traditionnelles cycle en V. 10 000 codeurs, l'Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au cours d'informatique. Cours d'informatique, mais il n'y a même pas d'ordinateur. Et c'est la première et la dernière fois. Hein. C'est la première et la dernière fois. Avant de commencer, je veux que vous sachiez qu'ici, tous les plus grands de l'informatique sont passés. Serge Matungulu, premier créateur d'un site internet sans coupure de courant. Franck Ribéry du Bayern. Steve Jobs, Bill Gates, paix à son âme. Et pardon, c'est l'inverse. Tous les grands sont passés ici. Ici, on ne blague pas avec l'informatique. Nous apprenons l'informatique sans ordinateur. Sans ordinateur. L'informatique est large. Et donc, qu'est-ce que nous allons apprendre ici en particulier? Mais c'est une question, non? Répondez! Bah, apprendre à créer un site avec le langage Java. Nous allons apprendre durant cette année les langages Java. Et comme vous le savez tous ici, le langage Java est une danse. Le langage Java, c'est une danse maintenant? Mais monsieur, le langage Java, c'est un langage de programmation informatique. Mais tais-toi, toi, qu'est-ce que tu connais la Java? Tu n'étais même pas né quand il y avait la Java. Laisse-moi danser ma Java. Non, c'est trop. Et on a un site à terminer avant la fin de l'année, venez, on se casse. Oh, mais vous allez où là? On va à l'école d'en face, eux au moins ils ont des vrais ordi. Et un vrai prof. Oh, mais vous m'avez demandé d'apprendre la Java, je vous apprends la Java, non? La Java. Mais revenez là, c'est ça la Java, venez. Oh, mais lui qui parle, tu vas louper ta vie sans moi. Ah, c'est donc ça la Java. Bon. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour notre session Agilité.
Aujourd'hui, nous allons parler de comprendre la différence entre les processus cycle en V et le processus agile. Donc voilà, je vous remercie à tous de nous retrouver ici les 4e mercredis du mois sur 10 000 codeurs. Donc, pour parler de cette expérience, aujourd'hui, nous aurons 2 magnifiques invités. Nous aurons l'honneur d'avoir Raja Ait Keroum, qui est Scrum Master, et Souleymane Tiongan, qui est coach agile. Donc, bonsoir à tous les deux. Je vous invite à nous retrouver. Bonsoir Fanny. Bonsoir Raja. Bonsoir Souleymane. Alors, on va commencer comme on fait toutes nos sessions par vous présenter. Donc, on va commencer par toi Raja. Alors, dis-nous, qui es-tu? Comment t'es-tu retrouvé dans l'agilité? Comment est-ce que tu es devenu Scrum Master? Parle-nous de ton parcours. Ok, alors je m'appelle Raja Etkeroum, j'ai 28 ans, je suis marocaine de Casablanca, j'ai toujours vécu à Casablanca, j'ai fait mes études ici et mes études étaient principalement axées sur la communication et marketing. J'ai fait un peu d'entrepreneuriat aussi, puis en 2015 j'ai travaillé dans une agence digitale. Donc c'est là où j'ai découvert cet univers vaste de digital. J'ai notamment connu les différents métiers de développeurs, de graphisme, de social media, etc. Puis après, j'ai travaillé pendant 3 ans en agence digitale. Je suis passée de social media à chef de projet. Donc là, on parlait principalement de méthodes classiques. Je gérais 36 000 clients, je devais prioriser, déprioriser, j'avais des plannings figés, j'avais un budget à ne pas dépasser, et j'avais plusieurs interlocuteurs, les clients n'étaient pas forcément dispo pour voir le résultat. Bref, c'était un peu. J'ai beaucoup appris avec ça, mais après, du coup, je suis partie dans une multinationale. Donc c'est un groupe marocain basé un peu partout dans le monde et son siège il est à Casablanca. Donc on commençait avec eux en 2018. J'ai eu la chance de découvrir la transformation digitale parce que c'était un groupe ambitieux qui voulait aller de l'avant et qui voulait se transformer. Et c'était exactement la bonne année où moi j'ai intégré. Et j'ai été l'une des premières recrues de sa Digital Factory. Et là, j'ai vu l'enchaînement, j'ai vu l'évolution de la Digital Factory qui était petite. On était 3 personnes, on est passé à 20 personnes, 30 personnes sans compter les externes. Et c'est là où, en fait, je commençais à changer ma manière de travailler. La directrice de ce département travaillait en agilité. Et en fait, moi, j'ai switché vers cette agilité sans savoir que c'était de l'agilité. Je pensais que c'était sa méthode à elle, que voilà. Et du coup, en cherchant, en comprenant que c'était de l'agilité, je me suis beaucoup intéressée à ça. Et donc, j'ai switché de mon métier de créative à ça. J'ai été intéressée par le Scrum, donc je me suis formée, j'ai eu ma certification de PSM et du coup là j'ai été vraiment curieuse de voir comment ça se passe ailleurs, donc où en est le marché, la maturité du marché par rapport à ça. Et donc je me suis dit rejoindre un cabinet de consulting serait une bonne idée, ça me permettrait de voir tout ça. Et c'est là où j'ai intégré Maltem Academy en 2020, en septembre 2020. Et donc, en une année, j'ai pu déjà découvrir deux différentes ambiances, 2 mindsets différents, de 2 structures différentes. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis à travailler dans une Digital Factory d'une banque au Maroc. Et c'est un niveau assez élevé où j'apprends beaucoup de choses, où j'apprends l'agilité à grande échelle. Et c'est très intéressant. Et du coup, passer
passer de la méthode classique à l'agilité. Franchement, j'arrive même plus à imaginer comment on arrivait à s'en sortir quand on était en méthode classique, où on devait c'était figé, c'était clair, c'était ça. Et le client veut ça, il a donné tel budget, c'est bon. On se retrouve dans 6 mois, on se retrouve. Et donc voilà. Maintenant, franchement, avec le client qui est le user-centric, on échange tout le temps, il y a des rituels respectés, que tout le monde se sent impliqué et c'est génial. Et on arrive à inspecter, à adapter au bon moment. Voilà. Donc, c'est parfait. Micro. Ah, oui, je crois que vraiment la phrase de l'année, le micro est mute, ça va continuer encore un petit moment. Oui, le micro est coupé. Ouais. Donc, je disais que je suis vraiment ravie d'entendre ton parcours. C'est vraiment un parcours très inspirant pour toutes les personnes qui se demandent un peu comment on fait pour devenir Scrum Master, quels sont les différents parcours qui peuvent nous amener à devenir Scrum Master. Bah, tu es parti d'un environnement plutôt digital. Et tu t'es retrouvé finalement dans la gestion de projet et ensuite dans le monde de l'agilité du Scrum Mastering. Donc, c'est vraiment super intéressant. On va passer à Souleymane. Souleymane, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours, etc. Bien sûr, Fanny. Donc, rebonjour à tous. Donc, moi, c'est Souleymane Thiongane, donc coach agile basé à Dakar, au Sénégal. Donc, quant à mon parcours, donc à la base, j'ai eu une formation en informatique, donc développement logiciel. Donc, j'ai eu à faire du développement pendant quelques années sur différentes technologies, les technologies web principalement, donc avec du PHP, les frameworks Symfony et autres. Après, j'ai fait du développement mobile, Android principalement. Après, je suis aussi allé vers du cross-platform. J'ai même été responsable d'une cellule de développement mobile dans une structure. Et voilà, c'est d'ailleurs à partir de là même que après mon passage vers l'agilité a un peu commencé parce que on était dans du cycle en V, on gérait les projets, on avait des contraintes qu'on rencontrait, des choses qu'on vivait quasiment sur tous les projets et qui devenaient un tout petit peu pénibles à la fin parce que c'est pas quand même motivant, réconfortant de travailler pendant je me rappelle, une expérience, on a développé un produit pendant quasiment 2 ans. Mais quasiment, on a refait la même durée pour reprendre ce produit-là parce qu'à la fin, on s'est rendu compte que le client ne voulait pas cela. Voilà, donc ça a atteint la conception de base du produit. Donc, on s'est dit avec mon manager d'antan que voilà, il fallait qu'on trouve un moyen d'améliorer les choses, de vraiment être un peu plus flexible dans comment on interagit avec les clients, de voir comment, en tout cas, on peut éviter cet effet tunnel-là qui consomme de l'énergie et du budget. Donc, c'est dans ces recherches-là que je suis tombé sur Scrum. Et depuis lors, je suis tombé amoureux de l'agilité, super passionné de l'agilité. Et depuis lors, les techniciens, les développeurs m'ont perdu. Hein. Donc, je suis avec des agilistes. Alors, c'est à partir de là que j'ai commencé donc mon parcours de Scrum Master. C'était en 2015. Voilà, donc j'ai exercé le métier de Scrum Master, un peu couplé à BPO parce qu'on était dans une phase de transition. Donc, j'avais aussi un peu le métier de Product Owner pendant quelques années. Et voilà, on a déroulé quand même une roadmap assez stratégique qui a porté un tout petit peu ses fruits. Après, voilà, l'entreprise en question, qui est une multinationale ici au Sénégal, donc après, est passée un peu à l'échelle, donc avec beaucoup d'équipes agiles autour des produits digitaux qu'ils développent. Et c'est là que je suis passé en tant que coach agile. Donc, on accompagne les différentes équipes à l'adoption toujours de ces méthodologies, de ces approches-là, dans le but d'être plus efficace, de contenir ou amoindrir les risques le plus possible, d'être en interaction fluide avec les métiers, les parties prenantes, etc. Et de dérouler de manière itérative et incrémentale les produits pour que voilà les hypothèses marketing puissent être validées au fur et à mesure. Donc, de manière assez ramassée, voici mon profil. Donc, je suis quelqu'un aussi qui est de nature touche à tout. Donc, je fais aussi un peu de l'entrepreneuriat dans mes heures creuses. Et quelque chose aussi que peut-être que je pourrais partager toujours dans mon parcours, sur lequel je suis avec mon mentor que vous voyez ici présent, d'ailleurs, Fanny, une de mes mentors parmi ma liste longue de mentors. Donc, je suis dans le parcours de certification pour être formateur Scrum avec Scrum.org. Donc, voilà. Donc, pour les certifications, j'en ai eu quelques avec Scrum Alliance, le CSM. J'ai aussi le PSM2, le PSPO1, etc. De manière assez ramassée, voilà. C'est ça mon parcours. Merci Souleymane pour ta présentation. Ce que j'apprécie vraiment le plus, c'est que
nous autres agilistes, en fait, nous sommes des passionnés, vu que le job est vraiment un job d'autodidacte, aussi à partir d'un certain niveau, en dehors de la certification. La majorité d'entre nous ne l'avons pas vu à l'école, donc on s'est formé sur le tas. C'est c'est vraiment qui veut, quoi. Il faut vraiment de l'implication, de l'effort pour devenir Scrum Master ou travailler dans l'agilité ou coach agile. Alors, pour ceux qui nous retrouvent pour la première fois, je vais rapidement me présenter, très, très rapidement, parce que vous avez des vidéos sur 10 000 codeurs où je présente tout mon parcours. Alors, je suis Fanny Dengue, je suis originaire du Cameroun, donc j'ai fait des études d'informatique spécialisées dans le développement pour les systèmes financiers et j'ai commencé en tant que testeur et ensuite testeur agile, ensuite Scrum Master et ensuite coach agile. Donc, j'ai principalement travaillé en France et aujourd'hui, ça fait 2 ans maintenant que je suis basée à Dubaï où je suis coach agile dans une des entreprises Talabat, on va dire quoi, de livraison, voilà, de livraison alimentaire à Dubaï. Donc voilà, c'était une petite présentation de toutes les personnes que vous allez voir aujourd'hui avec qui on va échanger autour de l'agilité. Donc, on va commencer par parler de ce qu'est le cycle en V. Donc voilà. Donc, Souleymane, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que le cycle en V? Bien sûr, donc le cycle en V, donc on peut le comprendre comme étant un cycle de développement de produits logiciels, donc qui a vu ses débuts dans le monde de l'industrie, donc qui a été hérité du monde de l'industrie, et d'ailleurs comme la plupart des pratiques qu'on retrouve en entreprise d'ailleurs, et peut-être qu'on aura l'occasion de venir dans tous ces éléments dans la suite de l'émission. Donc, qui est un cycle en fait composé de différentes phases qui permettent en tout cas de manière cohérente et assez séquencée de livrer des produits logiciels. Donc, les phases sont communément la phase de spécification, donc ou bien de définition des exigences, qui permet en tout cas aux responsables projet de mettre sur un cahier des charges l'ensemble des requirements, l'ensemble du besoin fonctionnel en tout cas que les développeurs ou bien l'équipe devraient réaliser pour qu'après le produit voit jour. Après, il y a la phase d'analyse, ensuite la phase de conception, où en tout cas, on devrait après concevoir le logiciel, tant l'architecture que le socle technique qui doit soutenir toute la solution qui doit être développée. Après, il y a la phase de réalisation, où les développeurs ou les équipes techniques doivent réaliser cela. Donc, tout cela se fait de manière séquencée, donc une étape après l'autre. Et après cette étape de réalisation, maintenant, vous voyez la pente qui monte encore, donc d'où le cycle en V, la forme en V là. Donc, les tests unitaires, donc on fait des tests sur ce qui a été réalisé, des tests d'intégration, des tests de validation, jusqu'aux tests de recettes, des tests fonctionnels où le client, en fait, dit que voilà, ce que vous avez réalisé, je le valide, ça répond à mes besoins, et voilà, ça va amener à la clôture du développement. Donc, il y a aussi une autre appellation qu'on appelle souvent le waterfall, donc, ou bien le développement en cascade. C'est à peu près les mêmes phases, bon, sauf que c'est pas représenté de cette façon. Donc, ce qu'il faut retenir sur cela, c'est que c'est vraiment une approche de développement qui est séquencée, une étape après l'autre, où les étapes se suivent les uns les autres, et à chaque étape, il y a des personnes bien spécifiques qui travaillent sur cette étape-là. Donc, de manière assez ramassée, pour définir le cycle en V, c'est ce que je pourrais dire. Fanny. Ok, merci Souleymane pour cette superbe présentation. Alors, si je rajoute un petit détail, ce serait, on hérite vraiment le waterfall et le cycle en V de l'industrie. Il faut savoir qu'on parle des années 1970, voire bien avant. Donc, avant cela, l'agilité est venue bien plus tard, en tout cas telle que nous le connaissons aujourd'hui. Mais la méthode la plus utilisée dans la gestion de projet, c'était le cycle en V ou le waterfall. Ça a commencé par le waterfall et ensuite, quelques années après, ça a évolué vers le cycle en V. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, Souleymane, finalement, quelles sont les problématiques que tu as rencontré dans ton travail qui étaient liées au fait de travailler en cycle en V? Oui, effectivement. Donc, il faut comprendre que le cycle en V, donc après, on va faire la comparaison avec l'agilité, mais ce n'est pas pour dire que ça ne présente que des problèmes.
Ça dépend de l'application ou bien du domaine dans lequel on se trouve. Donc ici spécifiquement, on est dans le domaine de la production logicielle, donc où on parle en tout cas dans le domaine de la complexité. Donc complexité pour dire qu'il y a beaucoup d'inconnus dans le processus, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas à l'avance. Et donc avoir un cycle qui est basé sur des étapes maîtrisées, connues, séquencées, qu'il faut déployer étape par étape, c'est quelque chose qui n'est pas forcément adapté. Donc naturellement, il y a beaucoup de dysfonctionnements qui vont apparaître. Et les dysfonctionnements, on peut les lister d'ailleurs sur chaque séquence. La première phase, donc, qui est la phase de spécification. Donc, on peut se rendre compte que voilà, les équipes marketing ou bien ceux qui sont responsables du produit peuvent s'enfermer pendant des jours, des semaines, voire des mois à réaliser ce qu'on appelle communément le cahier des charges, qui est donc le besoin fonctionnel rédigé sous un format documentaire, donc avec des chapitres, grand 1, grand 2, grand 3, qui décrit dans les détails ce qui est attendu sur le produit. Donc, c'est vraiment de la documentation et je commence à anticiper un peu sur des choses qui vont venir dans la suite. Donc, cette phase de spécification qui peut prendre vraiment beaucoup de temps et c'est conçu par une équipe, donc la part de ceux qui sont les responsables du produit. Après, on passe à la phase de conception, donc les architectes ou bien les équipes techniques font une conception, je veux dire, ils imaginent une conception qui est la conception la plus solide par rapport à tout ce cahier des charges. Donc, c'est vraiment une conception détaillée dans les moindres détails possibles, essayant de se projeter sur les moindres détails de ce cahier des charges-là. Donc, après, comment ça s'appelle, la réalisation aussi, qui est une réalisation détaillée de toutes ces spécifications qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, l'inconvénient de cela, c'est quoi? Les spécifications, le temps qu'on passe là-dessus, et rien ne nous dit que réellement c'est ce qu'attendent les clients. Rien ne nous dit réellement c'est que ces fonctionnalités-là qu'on a imaginées, donc ils ont des hypothèses, que vraiment ça va produire de la valeur. Donc, et pourtant, on a passé tout ce temps à le réaliser et on se rend compte que voilà, c'était pas ce qui était attendu. Et comme je vous le disais tout à l'heure dans mon expérience, je l'ai vécu. Je l'ai vécu des choses, des années à développer quelque chose, à la fin on se dit que c'est pas ce que j'attendais. Peut-être même c'est ce qu'il attendait, mais peut-être que ça a évolué à la fin. D'ailleurs, comme la fameuse citation de Steve Jobs là qui disait quelque chose du genre, si vous demandez quelque chose au client et si le client vous demande quelque chose et que vous le lui réalisez, après il voudra autre chose. Peut-être que le besoin a juste évolué. Donc voilà. Et sur la partie conception aussi, le dysfonctionnement, c'est quoi? On va s'imaginer une conception assez lointaine, alors que les technologies peuvent évoluer, le socle technique sur lequel on est aujourd'hui peut être obsolète. Voilà, beaucoup d'éléments peuvent évoluer, beaucoup de choses peuvent changer. Donc du coup, la conception, on se rend compte dans la réalité que c'est pas réellement ce qu'on doit faire, parce que voilà, ça a évolué entre-temps. Donc ça devient des dysfonctionnements. Donc ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que on essaie d'appliquer un modèle qui est linéaire, séquencé, sur un domaine qui bouge beaucoup, où il y a beaucoup d'inconnus, où on a peu de visibilité sur des choses à prédire. Donc c'est là vraiment la source réelle du dysfonctionnement. Ok. Voilà. Merci. Raja, comment ça s'est passé pour toi quand tu étais en cycle en V, quand tu étais en gestion de projet classique? Le bien comme le mauvais d'ailleurs. Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, moi, comme je travaillais en agence, je pense que je voyais plus le mauvais côté. Et je me souviens d'un client qui c'était l'un des plus gros clients de l'année. On devait travailler sur on avait une roadmap qui s'étalait sur toute l'année et on avait une application et une landing page à créer pour un produit spécifique qui allait sortir, c'était le produit. Et ça a coûté énormément d'argent, on a travaillé dessus, il y avait toute une équipe qui était impliquée. Il y avait deux interlocuteurs de la part des clients qui venaient pour voir l'évolution du produit. Et donc 5 mois après, le produit est finalisé, on était tous contents. Le jour où on va présenter ça à la direction, c'était une catastrophe parce qu'en fait le produit était annulé depuis au moins 3 mois. En fait, on travaillait sur ça et le marketing n'était pas au courant que le produit, la communication, le département com n'était pas au courant que le produit était annulé. Et donc c'était un fiasco. Enfin, pour eux, surtout parce qu'ils avaient perdu de l'argent. Et encore une fois, nous, on était vraiment satisfaits. On pensait que c'était le produit voulu. Et au final, c'était tombé à l'eau parce qu'il y avait une mauvaise communication, pas de transparence. Et voilà. Ça m'avait vraiment marqué parce qu'il y avait vraiment la moitié de l'agence qui était impliquée sur le produit. Et
Moi, je me rappelle, pendant que je travaillais, j'ai pas travaillé longtemps, c'est vrai, en cycle en V, mais je me souviens, j'étais testeur, donc je devais travailler avec les spécifications fonctionnelles. Et je me rappelais, sur mon document, on avait les spécifications qui étaient écrites en noir. Ensuite, c'était barré et écrit en rouge. Et ensuite, c'était barré et c'était écrit en vert. Donc, dans mon document, j'avais 3 couleurs parce qu'à fur et à mesure, les besoins évoluaient. J'avais un document, je comprenais même plus qu'est-ce que je devais tester, qu'est-ce qui était vraiment valide, est-ce que l'ensemble faisait sens? Parce qu'il y avait aussi un point lorsqu'on était en cycle en V, c'est que parfois, on avait fait toutes ces spécifications-là, c'est-à-dire que parfois même, on parlait au testeur au début, on lui dit, OK, voilà ce qu'on veut faire, voilà les spécifications, commence à regarder pour que tu puisses créer le plan de test avant que les développeurs ne commencent. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est qu'au final, on arrive maintenant, on présente aux développeurs, ils disent, alors ça, on peut pas faire, ça, on peut pas faire, ça, il va falloir trouver une autre solution. Donc, notre plan, où on a passé des semaines à travailler dessus et à créer, au final, c'était pas possible pour eux de le faire. Donc, on a dû rechanger les spécifications à ce niveau-là. Donc, vous imaginez le problème en temps, etc. Donc, moi, j'ai toujours trouvé que le cycle en V, en fait, lorsqu'on est dedans, on voit pas toujours tous les problèmes. On est vraiment séquencé. Ce que j'apprécie énormément, c'est que c'est quand même très cadré. Voilà. Si tu veux faire tes tests, c'est ici. Si tu veux savoir quoi développer, c'est écrit ici aussi. Il n'y a pas de éventuellement peut-être je vais, non. Tout doit être prévalidé. Il doit avoir un accord pour tous les changements, pour les outils qu'on va utiliser. Il y a quand même ce point-là qui est quand même assez rassurant quand on travaille en cycle en V. C'est vraiment le cadrage est très serré en cycle en V. Ouais. Le problème qui va venir avec ça, c'est que ça ne supporte pas bien les perturbations. Voilà. Donc, si on est dans un monde comme Souleymane, tu disais, où il y a beaucoup plus de complexité, où il y a beaucoup plus d'inconnus, cette méthode ne marche plus parce qu'au final, on va découvrir au fur et à mesure ce qu'on veut faire. Et donc, travailler dans un environnement où tout doit être spécifié en avance devient de plus en plus compliqué. Donc, si on essayait de dire les problèmes, si on essayait de résumer un peu les problèmes qu'on peut rencontrer, alors on va commencer comme on l'a dit, les endroits où on peut travailler en cycle en V, c'est vraiment les endroits où il y a peu d'inconnus, ou des inconnus qu'on sera capable, entre guillemets, d'assumer très rapidement. Donc voilà, ça, donc lorsque je suis en train de construire ma maison, on n'a pas envie d'être en agile pendant qu'on construit sa maison. Je veux dire, à partir d'un moment, on ne peut pas deviner ce qu'on va faire après. On a besoin de savoir exactement à quoi ça va ressembler pour les fondations, ne serait-ce que ça. On va travailler vraiment sur des projets de construction automobile, etc., où on sait ce qu'on veut construire, où ça a déjà été fait et il n'y aura pas beaucoup de changements dans le fait de reproduire. Donc, c'est très souvent là qu'on maximise l'utilisation du cycle en V. Et donc, les problèmes qu'on peut rencontrer, qui ont finalement mené à l'agilité, l'un des premiers problèmes, c'est que, comme je l'ai précisé, les contextes et les problématiques sont découverts au fur et à mesure. Donc, voilà, ça c'est l'un des problèmes. Vu qu'on est maintenant dans des environnements de plus en plus complexes et compétitifs, ça a été l'un des problèmes auxquels ont fait face toutes les personnes qui étaient en agilité. Et aussi, on disait que la livraison se faisait aussi un peu en Big Bang. C'est-à-dire que on vient et on livre le produit 6 mois ou 1 an après. Et comme dans le cas de Raja, on se retrouve avec un produit dont c'était pas ce qu'on voulait, ou tout simplement c'est venu trop tard en fait. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où on met 6 mois, 1 an, le marché d'aujourd'hui évolue tellement que lorsqu'on arrive en retard sur le marché, il est très difficile de le rattraper. Donc, on avait toutes ces problématiques-là qui se posaient, mais surtout, le plus coûteux, c'était le changement. C'est-à-dire que si on devait changer quelque chose, il fallait changer tout en haut de la courbe de notre cycle en V, au niveau des spécifications. Ça devait repasser tout l'aval. On devait revalider les expressions des besoins, revalider les spécifications, etc. Renvoyer en développement, réajuster les tests jusqu'au bout. Donc, au final, c'était hyper coûteux en temps et en ressources. Donc, ça, ce sont tous les points
qui ont finalement créé le changement et la mobilisation vers l'agilité. Donc, et comme tout le monde a plus ou moins, du moins on en a parlé plusieurs fois dans cette session, des 17 experts du monde informatique se sont mis ensemble, ils sont partis à Utah faire du ski et ont décidé de nous créer l'agilité. Donc, Souleymane, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que l'agilité? Oui, donc, oui, comme tu as commencé à l'expliquer, donc effectivement, donc partie de ces constats, de ces dysfonctionnements, donc il fallait réagir. Il fallait trouver une solution, il fallait trouver un moyen de quand même continuer à faire du développement logiciel, mais en étant plus efficace et en résolvant toutes ces problématiques. Donc, des personnes se sont réunies vers les années 2000-2001 donc pour produire quelque chose, donc un fameux manifeste agile, donc qui parle principalement de valeurs et de principes. D'ailleurs, ça a étonné des gens parce que des experts de la technologie de l'informatique, on s'attendait à ce qu'à la fin, on parle de technologie, etc. Mais ils ont parlé de valeurs, ils ont parlé de principes. Donc, ça montre que les véritables problèmes étaient principalement d'ordre culturel. Voilà, et donc le manifeste et tout le courant de l'agilité est né de là, on va dire. Et voilà, c'est ça qui a fait que voilà, les gens ont commencé à l'adopter de plus en plus. Donc, principalement, c'est ça. Et ce que je pourrais rajouter d'autre, c'est le fait qu'en fait, comment ça s'appelle, le besoin de mettre en place cette agilité-là. Donc, c'était de la même façon que le cycle en V, ça venait répondre à une problématique de l'entreprise, autant ils voulaient trouver un moyen d'organiser leur projet, de réaliser leur projet, etc. Donc, ils ont adopté le cycle en V. Donc, ça a évolué, les choses ont évolué. Donc là, il y avait le besoin, donc, du coup, de mettre en place cette agilité-là. Et donc, une définition toute simple de l'agilité, si on devait le dire, c'est quoi? C'est un moyen de réagir au changement, de produire de la valeur pour les clients, tout en étant flexible et répondant au changement. De manière assez simple, on peut le dire comme ça. Donc, voilà. Et après ce courant-là, il y a eu beaucoup de frameworks qui sont nés. Donc, c'est là qu'on parlerait des Scrum, des XP, Crystal Clear, etc., d'ISDM, etc. Beaucoup de frameworks qui viennent maintenant parler de l'agilité et voilà, qui ont trouvé en tout cas des moyens de résoudre ces dysfonctionnements-là. En fait, il y a aussi un point qui est super intéressant, c'est que il y a beaucoup de personnes qui se sont demandé si l'agilité c'était un mindset ou si c'était une méthodologie. Mais en fait, la confusion est arrivée parce que les créateurs, en fait, les 17 personnes qui ont créé l'agilité avaient déjà créé leur framework avant que le manifeste agile ne sorte. Donc, le manifeste agile est sorti en 2001. Mais XP, Scrum, etc. sont sortis dans les 95-97. Donc, ils étaient déjà là. Certaines ressemblaient plus à des méthodes qu'à des frameworks. Donc, à partir d'un moment, ça s'est un peu perdu dans qui est venu avant l'autre entre l'œuf de la poule. Mais en fait, finalement, tous ces experts-là avaient déjà commencé à créer des frameworks qui étaient déjà agiles. D'ailleurs, on parlait déjà du Plan Do Check Act qui date des années 1900 et poussière. Donc, l'agilité, c'est pas vraiment nouveau. C'est juste le manifeste agile dans sa représentation qui, elle, date de 2001. Alors, je vais vous demander... Oui, vas-y. Juste pour rajouter un petit truc, oui. Donc, c'est pour cela, d'ailleurs, dans l'explication, j'ai voulu dire, en fait, le courant a démarré à partir de là-bas. Pourquoi courant? Parce que c'est là-bas que la vague a démarré. Mais effectivement, ces méthodes qu'on utilise dans l'agilité, on va vous parler du lean, on va vous parler de l'amélioration continue, mais c'est des méthodes qui datent des années d'après-guerre. Donc, avec le TPS de Toyota, là, le Toyota Production System, quasiment tout ce dont on va vous parler, les Kanban et autres, là, ça vient de là-bas. Donc, c'est très ancien. Mais après, eux, là, ils ont réussi à le mettre dans des frameworks et à les vulgariser. Et c'est à partir de ce manifeste-là que le courant a vraiment décollé et les gens ont commencé à dire, ah tiens, il y a vraiment des choses nouvelles et il faut aller voir ce que ça fait. Super. Alors, Raja, comment est-ce que tu as vécu la transition? Déjà, est-ce que tu es resté dans un environnement où tu as dû transitionner du cycle en V vers l'agilité? Oui, alors dans la multinationale que j'ai intégrée, c'était en pleine transformation et donc il y avait des départements qui n'étaient pas
n'étaient pas du tout agiles, qui travaillaient encore en méthode classique. Et du coup, je devais travailler avec eux. Et donc, il y avait peut-être une incompréhension, on ne comprenait pas le changement, il y avait des réticences en fait. Et c'est qu'après avoir travaillé sur un projet d'un chatbot de recrutement, qui en 3 semaines, un mois, on a pu sortir un chatbot qui pourrait répondre avec des oui, non, assez simples, mais qui a pu sortir. Donc il était opérationnel. On a pu avoir les feedbacks du département RH. On a pu améliorer en fonction des feedbacks des personnes qui utilisaient le chatbot. Et c'est à travers ça que les autres départements ont compris que, en fait, l'agilité, c'est un mindset. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on veut sortir un nouveau concept, on est stylé, tout ça. C'est vraiment du concret, c'est l'humain qui est mis en avant. C'est les personnes, c'est les sponsors, c'est l'utilisateur finalement qui doit nous donner ses feedbacks, parce que oui, moi je suis sponsor, j'ai une idée claire en tête, je sais que ça va marcher, mais au final, sur 100 utilisateurs, on peut trouver 80% qui sont pas d'accord, qui ont une autre vision, et c'est à travers ça qu'on pourrait améliorer. Et c'est concrètement comme ça qu'on a pu convaincre tout un groupe que l'agilité, c'est vraiment, il y a du résultat, il y a du résultat rapide, il y a de l'amélioration rapide, il y a de l'optimisation de budget, il y a de la business value, et donc voilà. C'est comme ça en fait, cette transition-là, donc la transition s'est faite comme ça, donc avec ce chatbot-là, et en fait, en travaillant sur ce projet, j'étais encore en introduction, moi aussi en agile. Je me disais, mais attends, mais moi j'ai des remarques, on n'est pas prêt, on ne peut pas sortir le produit maintenant. Et donc la responsable, elle me disait, non, il faut qu'on le sorte aujourd'hui, faut absolument. Mais moi j'avais des améliorations, j'avais des choses en tête. Non, on a donné cette date, on doit le sortir. Et vraiment, et là j'ai vu qu'en 3 semaines, on a pu sortir ça. Au bout d'un mois, on a pu sortir une autre version qui était beaucoup plus améliorée. Et donc voilà, c'est un mindset, on le voit subtilement, et une fois on est convaincu, une fois on a le courage de commencer, et on est engagé, ça se fait spontanément en fait. Si tu devais noter la difficulté dans une échelle de 0 à 10 du passage du cycle en V à l'agilité, tu donnerais quelle note? Alors, si c'est une note que je devrais donner personnellement, sachant que j'ai été quand même un peu encadrée, je dirais une difficulté de 6. Parce que des fois, il y avait des rituels. Alors, les daily, moi, au début, je disais, mais attends, 15 minutes les matins, je dois faire. Parce qu'on travaillait en Scrum. Et du coup, les 15 minutes, ça me paraissait une perte de temps au début, parce que c'est bon, on sait, on est assis à côté, mais en fait, on se rend compte que des fois, on est assis à côté, mais on n'a pas l'occasion de discuter. Et c'est ces 15 minutes qui nous permettent de ressortir des obstacles, de ressortir des choses au bon moment. Les reviews, ça nous permet d'échanger avec toutes les parties prenantes. Les parties prenantes se sentent impliquées du début à la fin. Et c'est pas un département de sécurité qui n'a pas l'info, il va pas te sortir. À la fin, il est impliqué, il te donne toutes les informations qu'il faut avoir. Comme ça, on n'est pas dans un tunnel et au final, on sort au final, on devrait tout recommencer parce qu'on n'avait pas respecté telle règle ou quelque chose qui ne respectait pas forcément la loi, ou je ne sais pas. Donc oui, je dirais 6 au tout début, mais franchement, il a suffi que je vois le résultat concrètement, que ça y est, même moi, j'arrive même plus à imaginer le travail en cycle en V. Après, parce que justement, je confirme ce que tu as dit tout à l'heure, c'est parce que je travaille dans le domaine de la technologie, de la nouvelle technologie. J'aurais été dans un autre secteur, forcément, l'agilité, le Scrum, ça me parlerait pas, parce que c'est bon, j'ai une vision claire. Je sais qu'un bâtiment, l'archi, c'est comme ça. C'est une autre histoire. Mais donc, pour mon expérience dans le secteur dans lequel je travaille, clairement, c'est la seule et unique solution. Super.
Souleymane, est-ce que toi, tu peux nous dire comment s'est passée la transition lorsque vous avez décidé de passer en agilité? Comment est-ce que ça s'est passé en fait? Je dirais que ça s'est passé pas plutôt très bien quand même. Tu as demandé tout à l'heure à Raja de donner une note. J'allais donner la note de 9 en termes de complexité, 9 sur 10 parce que c'était hyper complexe. Et parce que comme elle le dit, en fait, le principal blocage réside déjà dans le problème d'approche. Parce que l'agilité vient avec un paradigme complètement, je dirais, un peu à l'opposé de l'approche du cycle en V et le cycle en V qui est connu et maîtrisé des organisations. Au tout début, quand moi je l'ai découvert, j'ai commencé à l'appliquer dans mon équipe de développement. Hein. Donc, je commençais à leur imposer, bon, c'est normal, j'étais novice autant, à leur imposer les daily stand-up. Donc, ils venaient obligés au daily stand-up. Je faisais mon rapport de daily stand-up, je les envoyais par mail. Mais là-bas, j'avais juste découvert ce qu'on peut dire la face visible de l'iceberg de l'agilité. C'est-à-dire, j'avais découvert les pratiques, mais j'ignorais encore les valeurs, j'ignorais encore les principes, j'ignorais encore vraiment le why, le pourquoi de chacun des changements qui sont proposés par l'agilité. Donc, du coup, voilà, on a commencé à faire comme ça, mais ça n'a pas trop changé des choses et ça n'étonne personne parce que je n'ai pas appliqué les vraies choses. Maintenant, quand on est vraiment après allé vers de la transformation avec les équipes qu'il faut et tout, donc on a eu des Scrum Master, Product Owner et tout, c'était encore compliqué. Par exemple, ça, je me rappelle, il nous est arrivé qu'on nous demandait, parce qu'on avait des équipes qui s'occupent de centraliser tout ce qui est gestion de programmes et de projets, ils nous demandaient des plannings. Eux, ils sont dans du prédictif, ils s'attendent à ce que sur tous les projets sur lesquels vous travaillez, vous leur fournissez un planning détaillé et date d'atterrissage, mais pile poil, vous n'allez pas manquer cette date-là. Nous, on était sur de l'agilité, on devait démarrer des sprints, avoir des vélocités, faire des projections. Quand je leur ai envoyé ces plannings, ils ne nous comprenaient pas. Donc, c'était vraiment un problème de jargon, un problème de compréhension. C'était vraiment compliqué. Ça, c'est une contrainte qu'on avait. On avait aussi beaucoup de contraintes, tout ce qui concerne, par exemple, les rôles. Par exemple, on avait un product owner, bon, que de nom. On peut dire que de nom parce que quasiment il ne décidait pas sur le produit. Donc, il y avait d'autres personnes qui avaient un pouvoir quand même réel, des personnes bien positionnées dans la hiérarchie, qui avaient le vrai pouvoir sur le produit. Donc, on peut dire que c'est leur rôle ou bien leur mot qui avait plus de poids que la décision du product owner. Et ça, c'était très problématique. C'était problématique dans la mesure où ça nous arrivait de réaliser des sprints jusqu'à avoir une version quand même du produit qu'on peut déployer parce que toute l'équipe est convaincue que voilà, c'est ce qu'il faut mettre en production. Eh ben non, on nous fait des feedbacks, il faut prendre ça en considération et on rentre encore dans la moulinette, on développe encore 3 mois, on revient, on nous dit rajouter encore ça, eh ben voilà. Donc on a eu aussi ces genres de problématiques. Donc, juste pour dire que voilà, il y a eu beaucoup d'introductions de l'agilité qui sont vraiment des changements de paradigme. Le fait que, par exemple, le product owner ait un pouvoir total de décision sur les produits, ça fait de sorte que lui, il est orienté produit, il est orienté marché, il est orienté satisfaction client. Donc, il essaie de voir si le produit répond aux besoins du client ou bien si le produit crée de la valeur pour l'entreprise. Mais il n'est pas en train, voilà, de voir les contraintes organisationnelles qui sont principalement internes à l'entreprise pour le faire figurer ou bien que ça impacte le produit. Ça, c'est des changements de paradigme qui sont quand même de taille qu'on n'avait pas avant. Le product backlog aussi fait partie de ces changements de taille. Voilà, avant les gens étaient habitués à des cahiers des charges. Toi, tu viens, tu leur affiches une liste de produits en tant que je veux, pour que, ainsi de suite. Les gens ne comprennent pas. Ils te disent, voilà, moi, j'attends mon cahier des charges. Grand 1, petit 1, je veux ceci, conclusion, introduction. Après, c'est un problème de langage. Donc, ça nécessite un accompagnement, un changement pour que, voilà, le problème de compréhension là puisse être réglé dans les deux sens. En fait, ça pose un peu la question de la transition des entreprises vers l'agilité. C'est-à-dire que il y avait 2 manières dont on avait la transition vers l'agilité. Parfois, ça venait juste de l'équipe. Donc, il y avait, en fonction des types d'entreprises, bien évidemment, il y avait des équipes qui disaient nous, on veut changer la manière dont on travaille. On a décidé de commencer à travailler en agilité. Et donc, quand ils décidaient de travailler comme ça en agilité, ils décidaient eux-mêmes et ensuite, ils retrouvaient beaucoup de problèmes parce qu'ils étaient les seuls à travailler ils étaient les seuls à travailler dans cet environnement-là et personne autour d'eux ne comprenait, comme tu précisais, c'est quoi une vélocité, pourquoi je peux plus donner un cahier des charges. Et il y avait un vrai besoin que le product owner ou tout simplement la personne qui était dans cet environnement-là soit capable de traduire vers l'agilité.
Mais il y avait aussi l'agilité top-down, c'est-à-dire que les entreprises décident qu'elles veulent devenir agiles. Voilà. Et elles disent, tout le monde doit devenir agile. Le problème, c'est que pour faire une transformation au niveau de l'entreprise, il faut des formations, il faut un coaching, il faut un accompagnement, une transformation agile. C'est pas juste à partir de demain, je vais devenir agile, je colle des jolis posters sur ce que c'est, je certifie 3-4 personnes et voilà, nous sommes agiles. Pas du tout. Donc, alors. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des notes de 6 ou de 9. Moi, je me rappelle dans certains de nos environnements, je raconte toujours cette petite anecdote. J'ai commencé le premier jour, j'étais Scrum Master. Et celui qui jouait le rôle du Product Owner est venu me dire que moi, je pense que tu ne sers à rien. Je ne pense même pas que tu pourras apporter quelque chose à l'équipe. Mais bon, je n'ai pas le choix. Tu dois être là, donc je vais faire avec. Voilà, c'était son bonjour. Donc, j'avais envie de dire, mais moi, je suis censée travailler avec lui tous les jours. Je suis censée négocier avec lui, en fait, et le reste de l'équipe tous les jours. Mais en plus, il y avait un autre problème hyper important, c'est la notion de responsable hiérarchique. Très souvent, le product owner était le responsable hiérarchique. C'était un chef de projet qui était devenu product owner, qui était le responsable hiérarchique. Alors, va dire aux développeurs ou aux Scrum Masters de dire non à leur product owner qui fait leurs évals à la fin de l'année. Ça ne marchait pas exactement de la meilleure manière possible. Donc, il y avait aussi toutes ces problématiques-là qui n'étaient pas réfléchies, qui ont fait que la transition ne s'est pas bien passée. Mais par contre, énormément d'entreprises ont souhaité passer en agilité. Pourquoi? Parce que l'agilité parlait d'avoir plus de prédictibilité. Ça parlait d'avoir une meilleure qualité. On parlait aussi d'avoir un retour sur investissement rapide. Et aussi, c'était pour des environnements où on aurait une grande compétitivité. Donc, lorsque ces points-là, on peut le retrouver dans le State of Agile qui est un document qui sort à peu près tous les ans, qui explique un peu l'état de l'agilité partout. Et c'était l'une des raisons qui revenait sur pourquoi les gens passaient finalement, quittaient un peu le cycle en V avec les problématiques qu'on a vues plus tôt, pour transitionner vers l'agilité. Et donc, et des notes de transformation à 6, à 8 ou à 9. Donc, et il y a aussi un problème, c'est que les gens ont eu l'impression que faire de l'agilité signifiait appliquer un framework. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment confondu les deux. Aujourd'hui, on peut faire de l'agilité sans faire du Scrum. On peut faire de l'agilité sans faire de l'XP. On peut faire de l'agilité sans faire aucun des frameworks qui existent. C'est pour ça, en fait, qu'on rappelle très souvent l'agilité, c'est un mindset. Il vous suffit, si vous respectez les 4 valeurs agiles et les 12 principes agiles, vous êtes agile. C'est tout. Le reste, c'est des moyens de devenir agile. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous avez eu l'impression que passer à l'agilité vous a simplifié la vie? Qu'est-ce que vous avez vu comme, on va dire, je vais vous donner la parole à tous les deux, les grandes différences que l'un et l'autre avaient vues dans vos projets. Donc, si vous pouvez en citer 2 grandes différences, en fait, que vous avez vues qui ont vraiment impacté la différence entre quand vous étiez en cycle en V et quand vous étiez en agilité. On va commencer par toi, Raja. Alors, la première différence, ce serait, qui me vient à l'esprit, c'est les OKR. C'est on fait quelque chose, on sait pourquoi on le fait. On a l'objectif Key Results de chaque fonctionnalité qu'on va faire. On est à l'ère du temps. On n'a pas pensé à un truc et à quelque chose et on est en train de le développer et dans 6 mois ça risque d'être obsolète. On est dans un cadre de travail, dans une ambiance où tout le monde a le droit de donner son avis. Le développeur n'est pas un exécutant. Le développeur a aussi un avis à donner. Le Scrum Master, le Product Owner. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de frustration. Il n'y a pas de. Donc, tout le monde se sent à l'aise. Tout le monde donne son avis. Tout le monde communique de façon transparente.
Et voilà, je pense que j'en ai dit 4, si j'en ai d'autres. Il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, l'agilité, c'est la passion. Donc, je n'ai clairement pas arrêté la liste. Alors, Souleymane, de ton côté, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quelles sont les différences que tu as observées entre quand tu étais en cycle en V et quand tu étais en agilité? Ok, donc pour ma part, donc ce qui a déjà été très positif, donc à mon sens, et qui a même d'ailleurs prouvé en tout cas un peu l'opportunité d'aller vers ces processus-là, donc l'agilité, c'est d'abord disons l'approche incrémentale itérative. Donc ça, c'est quelque chose qui est un changement, je peux dire radical. Pourquoi? Parce que l'approche incrémentale, donc ça nous permettait, au fur et à mesure qu'on avance, déjà via des cycles courts, donc l'itératif, donc on produit un bout de logiciel qui est fonctionnel, qu'on met en production, qu'on fait utiliser aux utilisateurs, la notion de MVP, etc. et tout ça entre en jeu, et on essaie de voir déjà le comportement réel des utilisateurs sur le produit. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé, surtout dans les grandes entreprises, en fait, où ils n'étaient pas du tout habitués à cela. Ils travaillaient pendant 3 ans pour lancer un truc. Là, tu travailles 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu lances des bouts de logiciels. Après, vraiment, tout le monde est content. Et après, ça pousse l'entreprise à être plus motivée à investir dessus, à faire de l'amélioration continue, etc., à réinjecter un peu du budget pour que la solution évolue. L'autre changement aussi de taille que j'ai noté, moi, c'est plutôt côté équipe. Donc, surtout l'auto-organisation. On se rend compte qu'en fait, des équipes, quand on les laisse s'auto-gérer, quand on les laisse eux-mêmes voir comment faire les produits sans pour autant qu'il y ait une personne qui leur dicte telle et telle chose que tu dois faire à leur place, ils deviennent frustrés en fait dans cette configuration. Si typiquement un chef de projet fait son planning, dit que Fanny, toi à telle heure, telle date, tel jour, tu fais ça exactement. Fanny qui est ingénieur, qui sort d'une grande école, qui a toutes les compétences qu'il faut pour réaliser un produit, je peux dire même de bout en bout, Fanny n'a plus de place à la créativité. Fanny devient un exécutant, un peu ce que tu disais tout à l'heure, Raja. Donc, laisser des gens en auto-organisation, des fois, ils produisent même des choses qui n'étaient pas à la base, imaginées sur les spécifications. Donc, c'est plus d'innovation pour l'entreprise, plus de créativité. Ok, je crois qu'on avait une question que j'ai vue dans les commentaires. C'était une question d'Agotem. Yes. Donc, en termes de timing, combien de temps en moyenne pour chaque étape du cycle en V? Comment ça s'est passé pour toi, Raja? Combien de temps ça durait à peu près chaque étape, plus ou moins, du cycle en V? Je pense que l'étape cadrage prenait énormément de temps. Donc, l'expression de besoin, je dirais que l'expression de besoin déjà n'était pas très claire des fois. Après, on devait réunir tout le monde pour avoir un cahier de charge clair et qu'on devait suivre à la lettre. Et donc, le cahier de charge, parfois, prenait énormément de temps. Donc, déjà, la partie préparation pouvait aller jusqu'à le maximum que j'ai pu connaître, je pense, 3 mois d'échanges, 3 mois de changement d'avis avant qu'on commence à développer. Par la suite, on arrivait à l'étape développement et là, la partie développement, donc, elle pouvait s'étaler jusqu'à 6 mois. 6 mois non-stop. Et donc, même les développeurs, on parle d'incrément dans l'agilité, on n'avait pas d'incrément. Il y avait du développement, mais il n'y avait rien à présenter. Il n'y avait pas de MVP, il n'y avait pas un produit qu'on pouvait utiliser, qu'on pouvait tester, qu'on pouvait du coup montrer aux clients. Donc, on partait sur 6 mois. Même moi, j'étais chef de projet, donc je venais vers le développeur pour juste savoir où on en est. Il me parle de coding, il me parle de... J'ai rien de concret, je ne vois rien. Et des fois, il y avait un enchaînement qui était un peu bizarre. Donc, il y avait le développement et c'est là où on a le graphiste. On ne parlait pas encore du X quand j'étais en agence. Donc, on avait le graphiste qui intervenait pour imaginer la plateforme. Et c'est là où on réintègre, on fait appel à un développeur front qui allait intégrer tout ça. Donc, c'était un peu
il n'y avait pas une harmonie entre les différentes parties prenantes. Et donc, à la fin, au bout de 9 mois, en prenant en compte le cadrage, le développement et tout ça, donc au bout de 9 mois, on pouvait tester. Et donc, en testant, là encore, ça nous prenait énormément de temps parce qu'on devait tester 6 mois de développement, un cahier de charge énormissime qu'on devait respecter. Donc, on devait rester toutes les étapes. Et des fois, on arrivait à trouver des bugs au tout début et donc ça impactait le reste. Et donc, on devait refaire les développements. Donc, la recette pouvait prendre jusqu'à 2 mois. Et à la fin, présenter le produit final en espérant que ça plaise aux clients. Donc, je pense 1 an, on peut vraiment partir à 2 ans quand c'est des entreprises qui sont assez archaïques, on va dire, qui ont du budget, qui vont donner le budget, qui ont une idée et qui vont nous laisser. Et au bout de 2 ans, ils vont revenir. Alors, on en est où? Et c'est là où on va présenter le produit. Et au bout de 2 ans, forcément, on est dépassé, on n'est plus à l'air du temps. Et toi, Souleymane, en termes de timing, comment ça se passait un peu les différentes durées dans les cycles en V? Je crois qu'on ne t'entend pas, Souleymane. Je disais que je vais dans le même sens que Raja, sachant qu'effectivement, les durées peuvent évoluer en fonction de la taille du projet, de la complexité, des technologies, etc., de l'industrie même dans laquelle on est, typiquement dans l'industrie télécom. On peut avoir des fois des durées quand même qui peuvent prendre beaucoup de temps. Ce que je peux rajouter, c'est que la durée de réalisation, des fois, ça peut aller en cycle en V, donc ça peut aller jusqu'à 2 ans, voire 3 ans. Et j'ai en tête des vidéos de produits qui ont duré 3 ans de réalisation. Et quand je vous dis 3 ans, c'est 3 ans où les développeurs s'enferment pour développer tous les jours un produit que le client n'a jamais vu. Donc, je vous laisse dire jusqu'où ça peut aller le cycle en V. Et aussi, il y a la phase de test. Des fois, effectivement, ça prend beaucoup de temps, mais aussi d'expérience. Cette phase peut être bâclée. Pourquoi cette phase peut être bâclée? Parce que les entreprises, comme on le disait tout à l'heure, ils sont plutôt orientés planning. Donc, ils sont plutôt orientés comment ça s'appelle? Ils sont plutôt orientés respect du planning. Donc, du coup, si on se rend compte que le planning a été dépassé alors qu'on n'a pas terminé la réalisation, ils vont grignoter sur la phase de test. Et donc, qu'est-ce qui va en pâtir? Ah ben, le produit, la qualité du produit va en pâtir et ça va impacter le résultat final. Donc, voilà ce que je pourrais rajouter sur la partie timing. C'est un peu ce que j'ai vécu. Et pour ajouter un peu sur la partie, donc on pouvait avoir par exemple plusieurs mois dans la partie recueil de besoins, c'est-à-dire qu'on échange pendant des mois avec est-ce que c'est ce que vous voulez? Non, en fait, je reçois le cahier des charges, je le remodifie, je le renvoie, il faut un amendement, etc. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait une notion de contrat, de budget qui était associé au cahier des charges. Donc, tout devait être amendé, spécifié, etc. Donc, ensuite, maintenant, ça allait voir les personnes qui allaient faire les spécifications fonctionnelles et techniques. Et là encore, énormément d'allers-retours. Peut-être, on va discuter avec tel architecte, tel responsable, ou parfois, on n'a pas le temps, on crée un document. Et donc, ça allait faire tous ces allers-retours-là. Et au final, vers la fin, on allait se retrouver, comme tu l'expliquais, à développer pendant une certaine quantité de temps. Alors, la durée de développement ou de ces points dépend souvent du projet. Certains produits avaient une durée de 1 an, d'autres 2 ans. Parfois, dans certains cycles en V, on se retrouvait avec des projets qui devaient sortir au bout de 7-9 mois. J'ai rarement vu 6 mois, mais c'était au moins 9 mois, 1 an dans la plupart du temps. J'ai jamais vu vraiment moins de 1 an en cycle en V. Mais j'imagine qu'il y a des personnes qui ont peut-être ça. Et en tant que testeur, comme j'ai dit, j'ai été testeur pendant quelques années, on était vraiment les personnes qui, je dis souvent, souffraient le plus. C'est-à-dire qu'on arrive, le projet devait être fini en décembre, il arrive en novembre chez les testeurs. Donc, quand il arrive en novembre, on a 1 mois où on doit tout tester avec tous les retours, tous les bugs, tout, etc. Et à chaque fois qu'on
qu'on trouve un bug, il redéveloppe. Donc, ce n'est plus la même version. Il pouvait avoir de la régression. Donc, c'était comme si on courait perpétuellement. Et parfois, ce qui arrivait, en fait, c'est que ce qu'on présentait aux clients avait des bugs. Ben, tout simplement parce que en corrigeant des bugs, on introduisait d'autres bugs. Et donc, il y avait vraiment cette notion de prière quand on allait présenter aux clients que la plateforme tienne, qu'il n'y ait aucun truc qui vienne changer pendant que je fais ma présentation pendant 2 heures, etc. Et tout ça, au final, impactait finalement la livraison. On n'a même pas parlé du fait que certaines entreprises externalisaient la recette. C'est-à-dire que j'embauche une autre entreprise qui, elle, va prendre maintenant le produit terminé au bout de 9 mois et se lancer dans une grosse campagne. Donc, vous imaginez plusieurs entreprises en train de travailler sur le même projet en cycle en V. C'était assez intéressant. D'ailleurs, petite nuance, y compris en agilité, il y a toujours cette problématique d'externalisation des tests. C'est juste qu'on essaye de ne plus aller dans cette direction-là. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on pouvait dire sur comment ça s'est passé entre le passage du cycle en V à l'agilité. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez élaborer ou aborder pour cette session? Est-ce qu'il y a un point que vous aimiez bien partager? On va commencer par toi, Raja, vraiment sur cette transition vers l'agilité. Est-ce qu'il y a un point que tu aimerais bien dire aux personnes qui sont en train de nous écouter? Je dirais que l'agilité, la transition en agilité m'a permis de comprendre qu'en fait, on peut travailler sans être stressé, sans avoir des deadlines qui sont peut-être serrés et où on doit tout livrer et où on doit peut-être faire abstraction de plusieurs étapes importantes comme les tests, comme a dit Souleymane. Tout ce qui est prêt, on le présente, on débriefe dessus. L'humain est au centre de tout ça et ça, c'est très important. C'est l'humain, c'est l'interaction et l'humain. Je le répète depuis tout à l'heure parce que c'est vraiment ce qui m'a touchée dans l'agilité, parce que on peut pas, parce que les autres aspects, on peut les adapter en fonction de chaque entreprise, de chaque culture d'entreprise, mais l'humain, c'est comprendre que tout le monde a un avis à donner et que tout le monde et ensemble on peut avancer et travailler ensemble dans de bonnes conditions, en faisant des rétros, en donnant la parole à tout le monde pour exprimer ce qui ne va pas, exprimer et s'améliorer ensemble et avancer ensemble. Donc, c'est tout ce que je dirais par rapport à ça. Merci, Raja. Et toi, Souleymane? Donc déjà, je remercie Raja parce que je vais démarrer par là où elle a terminé. Donc effectivement, le fait que l'humain soit au centre, c'est quelque chose qui est assez important, parce que d'aucuns pourraient penser en fait que ça c'est de la philanthropie, voilà, venir en entreprise pour dire que voilà, il faut écouter les humains, les mettre à l'aise, il faut les laisser être créatifs, il faut les laisser s'autogérer. C'est pas du tout de la philanthropie, mais ça a prouvé en fait que vraiment ça a de l'impact sur leur performance et sur la performance de l'entreprise. Donc cette symétrie des attentions là, bien prendre soin de l'humain en interne, va se refléter naturellement sur ce qu'ils construisent et ça va se refléter naturellement sur les clients finaux, et donc c'est l'entreprise qui en tire profit indirectement. Donc l'autre point que j'aimerais peut-être partager, c'est que la transition vers l'agilité, comme Fanny l'a souligné tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui se fait vraiment du Big Bang. Donc il y a d'ailleurs un auteur qui disait que l'introduction de l'agilité, c'est comme introduire un corps étranger dans le corps humain. Donc c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Et c'est quelque chose, pour que ça prenne, vraiment, ça prend du temps. Donc, c'est des systèmes qui sont opposés, je peux dire, en tout cas, qui ne sont pas très compatibles, qu'il faudrait vraiment prendre le temps de définir un plan de changement et d'accompagnement pour que vraiment qu'on puisse après en tirer les exemples. Et c'est lié, c'est intimement lié au dernier point que j'aimerais partager, c'est que l'agilité, c'est bien de commencer au niveau équipe, donc au niveau d'une petite équipe, donc de produits, mais il y a toute l'entreprise après qui va être impactée. Il y a les finances, il y a le marketing, il y a après bon, on pourrait parler un peu après de DevOps, etc. Mais il y a les équipes de production, etc. Donc il y a toute une chaîne qui sera impactée. C'est bien de démarrer avec effectivement la petite équipe, la minuscule équipe, mais toujours dans le plan de transition. Il faut planifier, il faut prévoir en tout cas
faire adhérer à cette initiative l'ensemble des branches de l'entreprise pour que cette transition puisse se faire de la manière la plus fluide possible. En effet, je pense qu'on a vraiment résumé les points. Si je vais dire, ça nécessite, les gens ont l'impression que commencer l'agilité est quelque chose, il suffit d'une communication et convaincre 2-3 personnes, mais ça nécessite un changement de culture aussi dans la manière de travailler dans l'entreprise. Et on sait qu'un changement de culture, c'est vraiment quelque chose qui prend des années dans les entreprises. Devenir agile, même pour une équipe, parfois ça lui prend 2-3 ans. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle a réussi à mettre en place Scrum au bout de 1 ou 2 mois, mais elle va prendre à peu près 2 ans à devenir une équipe vraiment stable en agilité, en espérant qu'il n'y ait pas beaucoup de problématiques à l'extérieur. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on a vu un peu toutes les problématiques et les avantages quand on était en cycle en V. En agilité, par exemple, ça va nécessiter d'avoir, on va dire, nos parties prenantes qui sont là continuellement avec les équipes. Or, l'une des premières choses qu'on entend très souvent, c'est « Non, mais je ne peux pas avoir mes clients présents. Non, mais je ne peux pas avoir mes parties prenantes ou mes business. Je ne peux pas les déplacer toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines en fonction des revues pour venir. » Donc, c'est beaucoup de discussions. Il faut convaincre, il faut créer l'environnement. Donc, voilà. Donc, en agilité, c'est ça l'une des plus grandes différences. On va travailler continuellement avec les personnes qui vont utiliser notre produit. Et à défaut d'avoir les personnes qui utilisent notre produit, les business qui ont demandé le produit, en fait. C'est-à-dire que vraiment la personne qui sera la plus proche de nous. Ça sera l'une des grandes différences avec le cycle en V. Une autre différence, c'est des cycles plus courts. C'est-à-dire qu'on va essayer de se dire, en moins de 1 mois, au bout de 2 mois, on va vraiment essayer de manière itérative de sortir quelque chose. C'est pas grave si ce n'est pas le produit final, du moment où on peut avoir du feedback. Donc, vraiment, en agilité, on va vraiment travailler sur des cycles courts et on va vraiment privilégier cette notion de feedback court afin de pouvoir savoir comment construire le produit qui intéresse notre client. Donc, ça va être, par exemple, ces points-là, et comme Raja et Souleymane l'ont bien marqué, on met l'humain au centre. Qu'est-ce que ça signifie aussi de mettre l'humain ? C'est qu'on part du principe qu'on veut profiter du collectif, de la pensée collective, du brainstorming. Donc, c'est pas juste « je veux respecter tes émotions », c'est que je pars du principe qu'en travaillant tous ensemble, on peut trouver plus de solutions. Ensemble, on peut créer un écosystème qui va créer un environnement où on aura plus, par exemple, d'innovation. Donc, voilà, c'est vraiment ces points-là qui vont faire vraiment la grosse différence entre ce qu'on va voir en cycle en V et ce qu'on va voir en agilité. Donc, voilà, je crois qu'on est arrivé, on a même un peu dépassé notre session. Alors, un mot de la fin, Raja, pour les personnes qui nous écoutent. Un dernier mot, si tu veux partager avec toutes ces personnes qui sont en Afrique. D'ailleurs, il y a une phrase avant même de notre mot de la fin que j'avais oublié, c'est qu'on nous dit on ne peut pas faire l'agilité en Afrique. Donc, voilà, j'ai le Maroc, j'ai le Sénégal. Ils sont master et coach agile en termes d'années. Donc, j'imagine que ça n'a pas été facile dans ces environnements-là. On imagine que ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez eu l'impression que, parce qu'on était en Afrique, ça a été plus difficile qu'ailleurs? Raja, tu pouvais commencer. Je pense que j'ai été confrontée à des personnes qui, en fait, je pense que la mentalité jouait beaucoup. Que j'ai eu à travailler avec des personnes qui étaient, ça y est, ils avaient un statut, ils avaient l'habitude qu'on leur dise c'est bon, on fait ce qu'on veut. Donc, ils avaient du mal à ce que une jeune vienne leur dire voilà comment on peut travailler ensemble. Ils avaient du mal à ce que, au lieu d'envoyer un mail, je vais toquer pour parler. Non, j'ai pas le temps. Pourquoi j'ai été confrontée à ça. J'ai failli baisser les bras pendant un moment parce que c'était pas évident. Je me disais bon, ça marche pas. Peut-être que je devrais faire ça ailleurs. C'est une très bonne question parce que vraiment, je pense que pendant un moment, je pensais qu'au Maroc, on s'imagine qu'on est en agile, mais non. Mais
Oh, pas du tout. En fait, franchement, en travaillant avec d'autres personnes, je vois la volonté, je vois que ils ont vécu, ils sont passés par la même par la même expérience, et c'est des personnes qui croient en l'agilité. Il y a 10 000 codeurs, il y a des mouvements qui poussent les gens à se rapprocher de ça, à croire en la créativité et donc voilà. Faut juste y croire, faut juste se dire que on n'est pas seul. Il y a énormément de personnes qui ont cette volonté d'avancer en agilité, on y croit. On n'est peut-être pas au niveau d'autres pays, mais on va y arriver et on avance là à grands pas. Franchement, depuis les années, depuis 2010, je pense, 2010, on avance à grands pas depuis 10 ans. Là, je vois le changement et c'est génial. On arrive à sortir des applications locales, on arrive à à innover grâce à ça. Merci Raja pour ton feedback. Alors Souleymane, pour l'agilité au Sénégal, l'agilité à Dakar, dis-nous tout. Alors, moi, je ne pense pas du tout que c'est plus difficile d'implémenter l'agilité en Afrique, ou bien au Sénégal, aussi bien au Sénégal qu'au Maroc. Je ne le pense pas. Certes, effectivement, dans nos entreprises, on trouve les mêmes cultures de la bureaucratie, voilà, qu'on trouve aussi en Occident, notamment ce que disait tout à l'heure Raja. Donc, un gros écart, une grosse distance entre le management, des fois, avec des équipes. Quelque chose que l'agilité est en train un peu de casser parce que c'est pour fluidifier la circulation de l'information. Ça, c'est des contraintes qu'on trouve partout. Mais je pense pas spécifiquement au Sénégal ou bien en Afrique. Et même mieux, moi, je dirais qu'en Afrique, on a des acquis qui nous sont innés, des choses, en fait, qui sont naturellement chez nous et qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres contrées, sans citer les contrées, et sur lesquelles on pourrait surfer. Notamment, en fait, le fait que on est de nature très sociable. L'Africain, au Sénégal, par exemple, typiquement, tu peux voir des maisons qui sont face à face, mais quasiment c'est la même famille. Donc, les gens, naturellement, ils sont assez sociables et tu le retrouves dans les entreprises. Tu vas dans une entreprise, par exemple, typiquement chez nous, quand je rentre au bureau, je suis obligé de faire le tour du bureau. Je dis bonjour à chacun, je passe par leur nom. Tu le fais pas, les gens vont se fâcher contre toi. Tellement les gens sont sociables et ils interagissent. Donc déjà, ça, pour moi, c'est un grand atout. D'ailleurs, la première valeur de l'agilité, c'est quoi? Les individus et leurs interactions. Donc, naturellement, nous, on interagit. Et aussi, on est de nature très ouverte. Bon, typiquement au Sénégal, peut-être pas dans tous les pays de l'Afrique, mais je sais que l'Afrique, de manière générale, ils sont assez ouverts. Et voilà, aux discussions, aux échanges. Peut-être qu'ils ne prennent pas. Peut-être qu'ils peuvent être réticents. Mais au moins, ils t'écoutent. Ils ne manquent pas de respect, etc. Pour moi, c'est des valeurs sur lesquelles on pourrait surfer. Et pour moi, donc, du coup, c'est pas plus compliqué de l'implémenter ici. Et j'ai d'ailleurs eu à collaborer avec des coachs qui sont venus de l'Occident, qui m'ont fait ce retour, comme quoi, voilà, vous, par exemple, l'ambiance ici, c'est assez propice à ces choses-là, et faire passer des messages, donc du coup, ça devient plus simple. Donc, voilà. Moi, je dirais que au Cameroun, par exemple, bon, j'ai pas travaillé vraiment au Cameroun, hein, il y a cette notion de culture. On a la culture du petit chef, vraiment. Tout le monde est le chef de quelqu'un qui est le chef de quelqu'un. C'est-à-dire que mon boss, il entend pas, c'est-à-dire qu'il n'entend pas si je lui fais un commentaire. J'ai pas le droit de critiquer, j'ai pas le droit d'avoir une idée différente. J'ai même pas le droit de proposer autre chose parce que sinon, c'est peut-être son poste que je mets en risque en faisant croire que je suis plus intelligente que lui. Donc, il y a vraiment cette notion de compétitivité, de petit chef, de garde espace. Par exemple, au Cameroun, qui va faire que collaborer, on est sociable, mais collaborer, ça fait pas partie de. En tout cas, collaborer dans le monde de l'entreprise, dans certains points, c'est pas aussi évident. Parce que si j'ai l'air plus intelligent que mon manager, il va se sentir en danger, il va se dire celui-là, il veut prendre ma place. Et directement, tu es saqué. Donc, ça ne dépend pas de si j'avais des bonnes idées, si j'étais ouvert ou si je communiquais. Donc, il y a vraiment parfois cette problématique de petit chef là. Donc, on appelle petit chef parce que tout simplement, c'est pas que c'est un petit chef, mais c'est parfois des endroits où l'autorité qui est mise en place est abusive ou n'est pas utile en fait. Et pareil, le respect de l'humain, parfois, en entreprise, on a l'impression que c'est quelque chose de vraiment différent. On va se dire que c'est mon boss, il est tout puissant. Tout simplement.
C'est-à-dire que c'est pas une discussion, c'est pas une collaboration. Il vient, il me donne ma to-do, j'exécute ma to-do et puis fin de la discussion. Donc, avec des environnements comme ça, il va être très difficile de mettre en place l'agilité, par exemple. Après, ça ne signifie pas que dans des startups comme on en a énormément en Afrique, je crois qu'on a énormément de petits entrepreneurs qui créent tous les jours des points. Et donc, on voit cet éveil. On est agile en Afrique, c'est-à-dire qu'on doit répondre aux besoins qui changent tous les jours. On a une population hyper dynamique, hyper jeune. On est forcément agile dans notre manière de répondre aux besoins. Mais en fonction de si on est dans une entreprise plus ou moins rigide, ça va devenir plus compliqué de faire avancer ces idées dans ces places-là. Donc, et effectivement, en Europe, ce n'est pas forcément plus facile. Il y a moins la notion de petit chef à cause des cadrages RH, à cause des ressources humaines, du respect, etc., et du cadrage des comportements, y compris entre managers et employés, qui peut ne pas exister ailleurs. Mais au final, la notion de jeudi, tu exécutes et tu es censé me donner mon rapport, je t'appelle à 21h, c'est pas grave si tu es synthèse chez toi, je veux mon rapport à 22h30, ça existe. Je suis censée avoir une vie, ben non, je t'appelle le week-end parce que moi, je veux ça demain. On collabore ensemble, ça peut ne pas exister aussi en dehors de l'Afrique. Donc, c'est tout aussi difficile partout dès la seconde dès le moment où on a un changement de culture à faire. Voilà, tout simplement. Et les cultures d'entreprise varient en fonction de la taille, en fonction du pays, en fonction de tout cela. Alors, on va prendre la dernière question. Quel est le framework le plus utilisé au Sénégal selon vous, Souleymane? Le framework le plus utilisé au Sénégal. Oui. Alors, j'ai pas fait toutes les entreprises du Sénégal. J'ai pas aussi connaissance d'un rapport qui existe sur les frameworks agiles. Bon, peut-être qu'on penserait à le faire avec Jimmy Codeur, peut-être. Mais je sais qu'en fait, effectivement, les profils de genre Scrum Master, Product Owner, ça commence la demande quand même commence à vraiment accroître et on les voit de plus en plus dans les organisations ici. Donc, je dirais, partant juste de ce principe que Scrum, c'est quelque chose qui est très utilisé. Mais juste partant de ce principe et du constat et peut-être, voilà, de retour que j'ai de certaines personnes. Peut-être qu'ils utilisent d'autres frameworks, peut-être, mais je ne saurais le dire avec exactitude. Et on peut voir aussi que... Oui, je pense que c'est une bonne réponse, surtout qu'on peut voir dans le State of Agile que Scrum est majoritairement, quand on dit majoritairement, à 70%, je crois, si je ne me trompe pas des chiffres, le framework le plus utilisé. Donc, je pense que au Sénégal, un peu. Et pour quelle raison? Parce que c'est l'un des frameworks qui a l'une des structures les plus, entre guillemets, aisé à comprendre et à mettre en place. J'ai quelques rôles, quelques artefacts, etc., etc. Si je fais ça, je fais du Scrum. Donc, naturellement, beaucoup d'entreprises sont d'abord, lorsqu'ils veulent faire de l'agilité, ils commencent très naturellement vers du Scrum et éventuellement vers autre chose. Donc, je vous remercie à tous les deux d'être venus aujourd'hui, d'avoir partagé votre expérience sur le cycle en V, d'avoir partagé votre expérience de l'agilité, de nous avoir parlé de l'agilité au Maroc et au Sénégal. Je souhaite une bonne soirée à toutes les personnes qui nous ont accompagnés pendant cette session et au plaisir de vous retrouver pour une autre séance sur un autre sujet sur l'agilité, Radia et Souleymane. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Allez, au revoir. Au revoir. Ah, Corinne, quand elle passe, tous les types du quartier se retournent. Jeune entrepreneuse, as de la mode, reine du tissu artisanal. Oh oui, elle sent la réussite et pourtant, ça n'a pas toujours été aussi simple pour elle. Tu peux pas tout arrêter comme ça, non. C'est pas une bonne idée, ça. Si, j'arrête tout. J'arrête mon taf à la banque et je vais créer ma marque de vêtements. Non, mais je vais aller conquérir l'Afrique. Si, je te jure, j'ai plein d'idées. Je vais remettre au goût du jour les tissus africains. Je vais faire des t-shirts, des vestes, des sapes originales. Mais oui, j'en ai marre de faire un job qui me plaît pas. Je vais faire un truc qui me plaît. Tu comprends? Oh, tu vas où? Je vais poser ma démission et je vais me mettre à créer. Désolée, mais j'ai du travail qui m'attend. C'est ça que j'aime bien chez elle. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. 2 jours plus tard, elle est venue me voir et...
regarde, c'est le futur modèle de ma collection homme. Touche cette qualité, tu trouveras pas ça ailleurs. Waouh! Du coton! Mais c'est révolutionnaire comme matière, ça, dis-moi! Ah, c'est pas n'importe quel coton, c'est du coton bio du Mali. Du coton bio du Mali, et t'as fait ça toute seule? Bah ouais, mais t'as encore rien vu, j'ai plein d'idées. Il faut juste que je les vende en boutique. Non, va pas dans les boutiques, crée ton site plutôt, hein, et vends directement tes produits via ton site, parce qu'en boutique, t'auras jamais de place, ça c'est sûr. Mais ouais, mais c'est trop bien ça. J'y vais. Je parie que dans 3 secondes, elle sera de retour. 3, 2, 1... T'as dit créer un site? Mais je m'y connais pas moi en informatique. Tu sais très bien que c'est un truc de mec. L'informatique, un truc de mec. Sacré Corinne. Bah, tu viens d'où? C'est mon dernier jour de cours. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Ah, tu veux dire que tu vas enfin pouvoir commencer à développer ton projet de vente en ligne? Non, mais ça, je l'ai déjà développé pendant les cours de travaux pratiques encadrés par les formateurs. Tu as en face de toi la créatrice de la première application de gestion de garde-robe personnelle. Oh. Et le site alors? Tu parles d'application, mais le site marchand, t'as oublié? Non mais t'es totalement has-been, mon pauvre ami. Tu devrais t'intéresser un peu plus aux nouvelles technologies. Hein. Tu saurais que le potentiel du téléphone mobile est inégalé en Afrique. C'est moi du peu. Je veux pas lui en vouloir.